Oh, l'importance du réseau local, c'est en fait de bien connaître sa communauté pour être capable d'adapter notre offre de service en fonction des besoins de la communauté locale qu'on doit desservir. Dans une région comme Québec, c'est sûr que ça a la particularité, bien sûr, d'être assez proche. On est quand même 2 C3S à proximité qui partagent en fait une partie des mêmes partenaires du réseau local. Donc ça, c'est une particularité. Donc le réseau local, bien sûr, c'est l'ensemble de nos partenaires, c'est notre communauté, mais c'est un peu aussi notre partenaire C3S qui partagent les mêmes enjeux avec les autres établissements du réseau. Alors pour moi, le réseau local, c'est large, c'est beaucoup de monde. Puis si on veut travailler ensemble, bien, évidemment, il y a des enjeux. Les gains potentiels, évidemment, c'est d'éviter de se dédoubler, de mieux se concerter, bien connaître les besoins spécifiques, parce qu'un territoire comme le nôtre, c'est très hétérogène comme population, donc comme besoin. On dessert une partie centrale avec des problèmes de défavorisation très importants. Puis des secteurs qui sont un petit peu plus favorisés ou plus favorisés, dans lesquels on doit avoir quand même une offre de service. Parce qu'on comprend que, par exemple, les problèmes de santé mentale touchent indépendamment du niveau de richesse. Puis on a quand même des services qui sont dits plus universels qu'on doit donner comme C3S. Donc le réseau local, le gain qu'on a à travailler ensemble, c'est justement de se rapprocher, d'éviter de se dédoubler, puis de mettre en fait nos efforts ensemble. Développement des pratiques. Le milieu communautaire a des pratiques complètement différentes du réseau et c'est très riche comme échange, comme concertation. Alors, c'est un peu, il y a des gains financiers évidemment aussi à travers tout ça, mais il y a des gains d'expertise importants. En fait, le travail en réseau local nous permet de mieux rejoindre nos populations défavorisées. Par exemple, en jeunesse, on a un programme de vaccination qu'on doit offrir à la population. On sait qu'en l'offrant au sein de nos établissements, on rejoint une partie de la population. Mais, somme toute, les clientèles défavorisées ne se déplacent pas toujours. On a commencé à faire de la vaccination dans les organismes communautaires en se joignant à certaines activités. Donc, on a une plus-value pour la population. Même chose pour des ateliers de développement de l'enfant, par exemple, qu'on fait beaucoup plus en pairage avec les organismes communautaires. Quand on se rapproche du réseau communautaire ou de la population, des CPE, des milieux scolaires, on s'aperçoit vite qu'on fait des choses similaires, puis qu'on aurait avantage à se compléter pour avoir un meilleur continuum ensemble de services. Donc, il y a des gains importants à le faire comme ça, plus pour nos clientèles défavorisées. Il y a aussi le fait qu'on a un réseau tellement complexe en santé. Pour la population, d'entrer même dans le réseau, à part se rendre à l'urgence, c'est un peu compliqué. Le fait de s'inscrire en partenaire, faciliter nos trajectoires, améliorer nos continuums de services, présente un gain aussi, à mon avis, à ce niveau-là. Beaucoup de projets. On parle de réseau local. Ça a 2 grandes tangentes. En fait, on pourrait parler du réseau local au niveau macro. Donc, moi, comme directrice, je peux bien travailler avec l'ensemble de mes partenaires, m'entendre sur de grands principes. Il y a une plus-value, bien sûr, mais ce n'est pas celle-là qui est la plus grande, à mon avis. C'est beaucoup plus quand cette philosophie-là descend sur le terrain, puis qu'on s'amène à des arrimages très précis, mais plus en fonction des communautés locales. Mon réseau local est très grand, donc je suis obligée peut-être de le prendre plus par petite bouchée. Donc, je vais travailler plus avec mes communautés locales. Par exemple, Basseville, le secteur Basseville, qui est un secteur qui est très défavorisé, où on a une concentration de clientèle dans un HLM où il y a, je pense, 52 ethnies. Alors, on comprend que ces gens-là, en plus, ne viennent pas beaucoup vers nos services. Les enfants fréquentent à peu près toutes les mêmes écoles. Les clientèles essaient de s'organiser vers les services puis ne connaissent pas bien le réseau. Donc, on a, avec l'ensemble des partenaires du territoire, installé une table de concertation à même le HLM. On a installé une offre de service aussi par ce qu'on aurait appelé avant un travailleur de rue, mais là, c'est un travailleur de proximité, en fait, qui va rejoindre l'ensemble des clientèles.
Donc, on sort un peu de la notion de programme, jeunesse, santé mentale, personnes âgées, pour aller vers les gens, puis essayer d'établir les premiers contacts pour amener les gens à recevoir des services, en fait. On travaille plus de cette façon-là au développement des communautés, beaucoup plus que de défendre une offre de service. Donc, on est beaucoup plus proche des besoins de la population. Défi, en fait, c'est comme ces 3 S, je dois avoir une offre formelle de service. Donc, j'ai des services curatifs à donner à une certaine clientèle. En santé mentale, par exemple, pour mes gens qui ont des problèmes plus d'ordre dépressif ou troubles anxieux, j'ai donc une offre de service qui va être beaucoup plus individuelle, personnalisée en fonction du besoin. Parallèlement à ça, il faut aussi que je perçoive les besoins de mes populations en termes de santé mentale. Donc, le défi, c'est de faire le partage entre les 2 niveaux. Alors, je ne peux pas tout rendre au niveau du développement de la communauté, mais je dois le faire un peu. Donc, le défi, hein, c'est d'avoir ces 2 volets-là, puis qu'ils s'arriment bien l'un avec l'autre. Bien, les défis, c'est de bien comprendre le partenaire avec qui on travaille. On s'est intéressé à un moment donné, dans un secteur particulier, des problématiques d'enfants au niveau TDAH, par exemple. Alors, on se rendait compte que dans un secteur, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient aux prises avec ce problème-là. On a commencé à travailler avec nos partenaires du réseau local, donc Centre jeunesse, le milieu scolaire, donc commission scolaire. On a ciblé 3 écoles. Mais là, on a un problème de compréhension entre les rôles de l'un par rapport à l'autre. Alors, que doit faire l'école? Est-ce qu'il doit juste dépister, nous le référer, puis qu'on agisse, ou il y a un niveau d'intervention possible en milieu scolaire directement dans la classe de l'enfant? Alors, c'est des niveaux très, très fins. Donc, le premier défi, c'est il faut bien se comprendre, il faut bien qu'on connaisse les rôles de l'un et de l'autre si on veut éliminer nos barrières mutuelles, là. Alors, ça, c'est un enjeu et une difficulté en même temps, parce qu'on est beaucoup plus dans nos réseaux, hein, je dirais compétitifs. Fait qu'on a bien plus tendance à dire « Ah, mais il devrait faire ça ». Alors, on a un petit côté un peu exigeant sans bien connaître la réalité de l'autre. Donc, souvent, quand on travaille avec le milieu scolaire ou même avec le milieu communautaire, c'est ce qu'on se réalise, c'est qu'on ne se connaît pas bien, on ne connaît pas bien les mandats de l'autre. On regarde les approches territoriales intégrées, comment ça se développer dans certains secteurs, Saint-Sauveur, par exemple. Les approches territoriales intégrées, c'est donc un ensemble de partenaires, dont la ville, des partenaires d'affaires quelquefois, les partenaires communautaires et bien sûr des citoyens et nous, qui décident dans cette approche-là d'essayer de voir quelles sont les priorités pour le territoire. Saint-Sauveur, c'est pas très grand. Alors, ça donne lieu à toutes sortes de discussions où des fois, le réseau de la santé, on n'aurait pas cette priorité-là. Par exemple, la création de parcs pour les enfants. On n'aurait pas, comme réseau de la santé, pensé nécessairement à cet aspect-là, mais effectivement, ça peut avoir un incidence sur le développement des enfants et sur la santé ultimement. Donc, il y a un défi de compréhension, puis de participer au développement des communautés qui nous interpelle dans une dimension dans laquelle on n'est pas toujours à l'aise. Donc, bien comprendre les rôles de chacun, être capable de voir ce qu'on peut apporter sans changer notre mission de base, en fait. Essayer de travailler avec les partenaires sur comment on peut travailler sur les déterminants sociaux de la santé, tout en conservant notre offre de service curative. Mais à la base, la confiance mutuelle, la compréhension mutuelle de l'un et de l'autre, et travailler là où on peut le faire ensemble. En fait, le développement des communautés, c'est de travailler un peu au développement de saines habitudes de vie. C'est de travailler un petit peu sur l'ensemble des déterminants sociaux. Hein. Puis là, je vous les nommerai pas toutes, mais mes organisateurs communautaires me les répètent très régulièrement. Le logement,
Par exemple, en santé mentale, on sait que le logement, c'est absolument très important. On a des problèmes de logement. Et puis, à partir du moment où on est capable d'avoir un logement décent, on évite une série d'autres problématiques. Travailler aussi sur le développement des saines habitudes de vie. Alors, ça aussi, ça a une incidence. Et c'est très difficile d'aborder nos services sous cet angle-là. Mais en même temps, par exemple, si on travaille avec une femme enceinte, il faut être préoccupé de son alimentation. On le fait avec Holo. L'arrêt tabagique, on en parle, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Le développement des communautés, c'est une façon de réfléchir les choses. On peut accompagner une communauté à se développer en offrant certains programmes, mais en travaillant avec eux pour déterminer sur quelle prise on devra travailler. Mais le développement des communautés, c'est aussi, moi, pour mes intervenants cliniques, de travailler à mobiliser les clientèles, au moins qu'on voit, à développer de saines habitudes de vie pour avoir un impact réel sur le développement des communautés, des enfants, etc. Alors, c'est pas simple. c'est vraiment pas simple. Il y a des enjeux importants, mais en même temps, puis on ne peut pas le faire seul. Le développement urbain va être touché par le développement des communautés. Le transport en commun, quand on regarde des secteurs comme du Berger-les-Saules, c'est quelqu'un qui doit se rendre vers les services en autobus a un très grand défi. Alors, il y a plein de choses à réfléchir qui vont faciliter l'accès aux services, mais pas que nos services. Dans certains secteurs, je parlais de Saint-Sauveur, où la priorité a été établie d'avoir un parc pour les enfants, juste pour le développement psychomoteur des enfants. Si les enfants n'ont pas de lieu pour jouer, bien, on a un incident sur la communauté. Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont comme ça, où on n'est pas maître d'œuvre, mais on doit travailler en partenariat. À notre niveau, on doit l'insérer dans nos pratiques cliniques de façon un petit peu plus intense. Bien, la défavorisation, évidemment. Hein, milieu urbain, on a cette clientèle-là qui est très importante. Puis on a un ensemble de problématiques en milieu urbain. Puis en milieu rural, j'imagine qu'il y a d'autres difficultés. Puis en fait, on ne peut pas dire qu'on a un milieu vraiment rural, à part le secteur, par exemple, de Saint-Augustin, qui est un petit peu plus, mais encore là, qui est plus banlieue que rural. Quand on le regarde, il y a des masses critiques, donc toutes nos HLM, qui posent un défi important. Puis les HLM, ça va des fois par clientèle, mais bon, des HLM familles, il y a des HLM plus adultes ou plus personnes âgées qui posent des difficultés, où il y a des masses critiques constantes, où il faut avoir des actions de proximité. Donc, on ne peut pas rester dans une offre de service traditionnelle, donc il faut aller vers les gens. On a aussi des multi-problématiques. Puis on sait que, comme c'est 3S, souvent, on va travailler plus par programme. Programme jeunesse, programme santé mentale, programme personnes âgées. La population ne fonctionne pas comme ça, par programme. Donc, il y a un défi de s'arrimer, donc de se nommer des intervenants pivots qui vont être capables de maîtriser un peu l'ensemble de ces programmes-là, sans dénaturer l'offre de service complètement. Là. Alors, il y a un défi, puis des masses d'enfants où on a l'impression souvent qu'on fait beaucoup, beaucoup d'actions, puis que ça apporte peu de résultats. Alors, il faut travailler au niveau curatif, il faut travailler l'éducation, le milieu éducatif, il faut travailler les habitudes de vie. Alors, c'est un peu, quelquefois, décourageant tant qu'on ne s'est pas concerté de travailler dans ces milieux-là. Donc, la concertation va amener une diminution peut-être de l'essoufflement parce qu'on met nos forces en commun, là. Mais c'est un grand défi d'avoir un impact réel sur l'amélioration de la qualité de vie ou des conditions de vie. Ça nous amène là quand on travaille dans des milieux très défavorisés. L'apport des services de proximité, en fait, c'est de rejoindre les clientèles qu'on ne rejoindrait pas autrement. Je ne suis pas sûre que c'est un principe nouveau.
je pense que ça a déjà été expérimenté. Mais ça a toujours été expérimenté un peu en marge de nos services. Ça n'a pas été dans une culture beaucoup d'établissements que d'aller vers les clients. On le fait, mais est-ce que c'est inséré dans notre offre de service en jeunesse? Je l'ai jamais vu. Par contre, quand on a commencé à travailler, il y a un secteur qui s'appelle Place de la Rive, donc un très gros HLM, où il y avait des problématiques épouvantables. Alors, des taux de suicide importants, la police intervenait presque tous les jours, des niveaux de délinquance très élevés. Et là-dedans, on avait des familles, des bébés qui ne venaient pas vers nos services, beaucoup de clientèle immigrante, des problématiques très, très sérieuses, la décrépitude aussi des établissements à un moment donné avec tout ça. On s'en est préoccupé en disant, bien, qu'est-ce qui fait que quand on regarde notre offre de service, on ne les voit pas, ces gens-là. On ne les rejoint pas. On va les rejoindre, bon, quand le jeune va dysfonctionner à l'école. Et ça a amené toute une réflexion avec l'ensemble des partenaires où on s'est dit, bien, il faut intervenir. Donc, tous les partenaires, il y avait une maison de jeunes, il y avait différents partenaires qui étaient déjà impliqués. Il y avait évidemment l'OMHQ qui était préoccupé de ce qui se passait dans le HLM. Alors, ça a pris un certain temps avant qu'on en arrive à des actions plus structurées. Mais maintenant, l'approche de proximité fait partie de notre offre de service. Donc, moi, j'ai un intervenant qui travaille à Place d'Arrive, qui est dédié et puis qui va aider. Puis son rôle n'est pas de ramener les clientèles nécessairement vers nos services, mais c'est d'être capable de faire le pont entre ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe à l'intérieur du HLM. Puis, il n'y a rien de scientifique, puis on ne sera jamais capable de démontrer l'incidence de cette approche-là, mais on sait que la police intervient de moins en moins, qu'il y a une incidence sur comment ça se déroule actuellement. Si bien qu'on a eu une subvention au niveau du fédéral pour mettre en place quelque chose de plus structuré, parce qu'on agit sur certaines choses. Alors, l'approche de proximité, c'est d'aller là où les gens sont, de bien comprendre leur réalité, puis amener graduellement des changements au niveau des habitudes. Mais comme c'est 3S, il n'y a pas un programme qui dit dans l'offre de service, on doit faire ça. On a des intervenants pivots. Bon. Alors ça a tendance à se développer de plus en plus. Au niveau de nos HLM, à Québec, on commence à avoir des actions de plus en plus concertées avec ces milieux-là. Les HLM, c'est sûr que dans Québec-Centre, c'est un incontournable. Mais pour certaines communautés, comme du Berger-les-Saules, où il n'y en a pas, bien, il y a une préoccupation d'approche de proximité aussi qu'il faudrait avoir de la même façon. Alors, l'approche de proximité, c'est une façon aussi de faire vivre le développement d'environnements favorables ou le développement des communautés. En fait, quelquefois, on a besoin d'avoir des lieux de rassemblement pour être capable de bien se comprendre. Alors, de créer des lieux de concertation. Des fois, c'est de partir le pire. Donc, bon, je pense à l'agence, par exemple, ici, où souvent va agir comme point de départ sur certains lieux de concertation. En même temps, notre responsabilité, c'est d'être bien au fait de notre communauté locale, de notre défi, puis de notre connaissance. Mais le soutien, quelquefois, à la concertation est important. Les établissements aussi, en termes de soutien, ont à se doter, à mon avis, aussi de politique. On est en train de le faire, une politique de développement des communautés. Se donner des enlignements clairs. Parce que, bon, à la création des C3S, bien sûr, on nous a donné la responsabilité du développement local. À Québec, le développement local pour les C3S, c'est aussi de prendre des ententes avec les établissements hospitaliers, parce qu'ils ne font pas partie du C3S. Donc, il faut éviter une espèce de clivage entre les établissements. Donc, moi, travailler pour le réseau local, c'est aussi de faciliter les trajectoires pour mes clientèles vers les réseaux hospitaliers. Donc, il y a un lieu de concertation obligatoire qui doit être soutenu, à mon avis. Mais les établissements doivent également se doter de moyens. Nous, on a quand même une équipe intéressante d'organisateurs communautaires qui travaillent beaucoup avec nous. On a, je pense, une politique qui est en développement, mais duquel on parle beaucoup, qui est le développement des communautés.
On a développé par toutes sortes de façons des approches de proximité dans les milieux, dans les HLM, dans les communautés. Je pense à Limoilou, Basseville, même à Sainte-Foy où on a des projets de développement de communautés pour rejoindre nos clientèles très défavorisées. Dans chacun des secteurs, du Berger-les-Saules aussi, qui est un milieu très particulier, où il y a une table de concertation. Mais il faut soutenir les actions de nos organisateurs communautaires aussi à travers ces actions-là, par une politique, par un ton qu'on doit se donner comme établissement, à dire nous allons collaborer au développement des communautés dans la mesure de notre mission. Il ne faut pas que notre mission ne devienne que ça, mais il faut jouer cette part-là de responsabilité qu'on a au niveau local. Santé mentale jeunesse, en fait, le travail en réseau local prend 2 ou 3 dimensions, à mon avis. Dès le départ, quand on a commencé à parler plus de santé mentale jeunesse, on devait, comme réseau, travailler à l'installation de toute une équipe. Là où ça a été un peu compliqué, c'est que nos programmes n'étaient pas en jeunesse. On en faisait bien sûr un peu, mais on n'était pas très structuré santé mentale jeunesse. Donc, on avait un défi déjà comme organisation. Là où on avait un autre défi, c'est d'établir des liens plus étroits avec les gens qui offrent des services en santé mentale. Donc, pédopsychiatrie est un bel exemple. Connaître aussi les organismes communautaires qui offrent des services, l'AQUETA, puis là je ne les nommerai pas tous, PANDA, etc., Océan à Québec. Donc, il y a une série de partenaires, l'Éclaircie pour les troubles alimentaires. Donc, on les connaît toutes. Est-ce qu'on s'est déjà concerté, assis pour dire, bon, comment on fait? Premier défi, c'est un défi de réseau, à mon avis. Centre jeunesse, pédo, C3S, pour avoir un offre de service plus structuré. Puis ce qui impliquait des discussions très importantes. Il y avait à Québec un transfert d'effectifs et d'argent vers la première ligne, ce qui ne se faisait pas nécessairement 100 heures, mettons. Ça s'est somme toute bien passé. Par la suite, se structurer. Donc ça a donné lieu à des trajectoires TDAH, par exemple, à la Basseville, où on a commencé à travailler avec les écoles de façon très structurée. On a commencé à regarder aussi dans les autres secteurs comment on peut installer ce type de service-là. Maintenant, dans notre réseau, on a ce qu'on appelle les pédopsychiatres répondants qui travaillent avec une équipe de première ligne. Et là, on est en train d'aller un petit peu plus loin par rapport à notre réseau plus scolaire. Parce qu'en fait, quand on parle de jeunesse, on va parler beaucoup plus du réseau scolaire et du réseau CPE. Donc, on a des ententes de service avec les CPE. Puis là, on doit aller un petit peu plus loin pour travailler avec les gens qui sont plus directement interpellés là-dedans. En jeunesse, un autre projet qui a été porteur, qui est la trajectoire retard de développement, qui a été mis en place, bien sûr, par l'ensemble des établissements, mais où il y a un lien direct avec les CPE, avec les communautés, qui nous permettent de probablement mieux détecter les clientèles, travailler un petit peu plus avec nos organismes communautaires, nos CPE, pour qu'on soit capable de se concerter et détecter plus facilement les problématiques de santé mentale pour les traiter. Alors ça a été, mais c'est en émergence. On comprend qu'on est en train de développer des choses un petit peu plus structurées dans l'offre de services en santé mentale ou en retard de développement. Alors, mais c'est des partenariats qui se font au niveau régional, mais aussi qui deviennent très locaux par rapport aux initiatives de chacun des secteurs. Retard de développement, on a de la stimulation précoce qu'on faisait à même nos services depuis un certain temps. Parce que quand on parle santé mentale jeunesse, il faut obligatoirement qu'on parle retard de développement à la base. Donc, il faut être dans le très précoce. Alors, on a commencé à faire de la stimulation précoce auprès des enfants dans les organismes communautaires. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça, alors que la tendance antérieure, probablement, des établissements il y a quelques années, aurait été de dire, bon, on va faire un groupe de stimulation précoce avec notre clientèle. Puis on serait allé dans nos partenaires les plus proches pour leur dire, envoyez-nous votre clientèle. Alors qu'on est dans une autre approche complètement, on va aller faire
de la stimulation précoce auprès des enfants qui sont déjà là, puis qui sont des clientèles très vulnérables. On comprend qu'il y a une économie importante de temps, puis ils ont un gain majeur là, à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la santé mentale comme ça, jeunesse, qui ont été très porteuses, là, puis qui sont en émergence encore. La trajectoire retard de développement a été mise en place suite aux travaux des projets cliniques. On se souvient que quand on a parti la vague des C3S, on avait des mandats particuliers au niveau des projets cliniques. À Québec, 2 sphères ont été priorisées, donc santé mentale des jeunes et retard de développement. La problématique qu'on vivait dans la région de Québec, c'est qu'on avait une petite offre de services minime en première ligne. Il y avait une clinique de développement en deuxième ligne, en milieu hospitalier, qui était très... Et tous les services étaient engorgés partout. Donc, CRDI était engorgé, l'IRDPQ. Donc, on finissait tout par refaire la même chose. L'enfant qui entrait dans nos services avait un délai d'attente en entrant, en sortant, en entrant à la clinique de développement. Donc, ça ne pouvait plus se faire comme ça. Parallèlement à ça, on a tous nos CPE qui nous référaient, ces clientèles-là, à dire « Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez avoir une offre de service. » C'est un peu ça, le projet clinique, où l'ensemble des partenaires se sont rencontrés, ont établi une trajectoire. Cette trajectoire est très importante. Elle n'est pas encore optimale, selon ce qu'on voudrait faire au niveau de la première ligne. En fait, on a déterminé comment on devrait traiter ces situations-là. Donc, on voudrait idéalement que la porte d'entrée pour tous les enfants présentant des retards de développement soit le C3S. Le médecin en détecte un et nous le réfère. Un parent a des inquiétudes, il nous le réfère. On comprend qu'il y a un enjeu là important. Les CPE nous le réfèrent. Et on a même installé à date des grilles de détection lors de la vaccination des nourrissons. Alors, quand on fait de la vaccination, on détecte déjà s'il y a des retards de développement. Il y a une équipe première ligne qui est composée psychoéducation, travailleur social, infirmière, habituellement ergothérapeute, orthophoniste, qui font les évaluations qui sont nécessaires. Évidemment, si on n'a pas besoin de l'orthophonie, quoique c'est très rare, on va mettre en commun l'ensemble des évaluations, ce qu'on ne faisait pas avant. L'interdisciplinarité n'était pas très bien installée, donc on a installé l'interdisciplinarité. Ensuite, on s'est entendu avec l'ensemble des partenaires. Quels étaient les critères? Ensuite, on s'est entendu avec les partenaires, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quels sont les outils concrets que chacune des professions va utiliser. Alors, psychoéducation en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, pour éviter qu'on dédouble, qu'on refasse les mêmes évaluations concrètement. Et on a établi des mécanismes de liaison assez simples pour qu'on n'échappe pas nos liaisons puis qu'on soit capable de documenter nos situations problèmes qui attendent. Et là, on a des comités de suivi qui sont installés. En amont, il y a toute la dimension qu'on travaille avec nos CPE. Donc, toute la détection, on les accompagne, on leur donne des guides, puis on regarde pour essayer, puis principalement les CPE actuellement. On n'a pas ouvert encore aux médecins traitants parce que ça va supposer beaucoup d'investissement, mais au niveau des CPE, règle générale, l'enfant qui présente un retard de développement vit beaucoup moins d'attente aujourd'hui par rapport à l'ensemble de la trajectoire. Alors ça, c'est un exemple là, qui s'est travaillé à partir des projets cliniques, mais qui a une incidence sur l'ensemble de la population. Donc l'enfant est diagnostiqué beaucoup plus rapidement, il n'y a pas à attendre à différents niveaux, les dossiers sont bien faits en première ligne, là où ça se doit. Donc on a une économie d'échelle aussi en même temps. Puis on sait que si on traite bien les retards de développement, on a une incidence après sur le décrochage scolaire, sur la suite des choses en enfance. En fait, dans la région de Québec, on a toujours travaillé assez serré. Le projet clinique, je pense, a resserré tous ces liens-là. Je pense que le projet clinique, quand je parle plus de retard de développement, c'est peu fréquent qu'on arrive avec des partenaires d'aller aussi loin
que de déterminer les outils que nos professionnels vont utiliser et leur façon de convenir les choses. Alors ça, c'est quelque chose qui est porteur. Donc maintenant, on n'est plus dans une guerre d'établissement à dire, moi comme CRDI ou moi comme IRDPQ ou centre de pédo, j'ai des listes d'attente qui ne se peuvent pas et je dois avoir un budget auprès de l'agence. Donc, c'est des actions concertées. Le comité qui rassemble l'ensemble des partenaires a déposé une démarche pour financer notre trajectoire. Mais on sait très bien que le financement va au C3S, mais c'était endossé par l'ensemble des partenaires. Donc, il y a une réflexion réseau. Donc, il y a un virage, à mon avis, qui est centré sur quel est le bien-être des clientèles plutôt que de jouer sur l'importance de l'établissement. Alors, ça, c'est un virage qui, à mon avis, est important. Il y a quelque chose à faire un petit peu plus loin puis un peu différent au niveau communautaire, à mon avis, parce qu'on ne peut pas le prendre. J'ai à peu près 200, peut-être, collaborateurs communautaires. Des organismes communautaires, il y en a beaucoup. Dans les quartiers centraux, beaucoup plus que dans les autres quartiers. Mais notre approche va être beaucoup plus par localité. Ça va être beaucoup plus facile, sauf évidemment pour des grands partenaires comme, on va parler à Québec de pêche en santé mentale, par exemple, où c'est sûr qu'on est assis autour des mêmes tables de concertation et on a un partenariat à établir de façon serrée. Mais je pense que comme réseau de la santé, on ne peut pas faire l'économie de ces concertations-là, puis de regarder comment on fait les choses. On ne peut plus vivre dans un réseau où on se compétitionne. Hein? Alors, on doit faire regarder l'ensemble de nos processus de travail, puis s'allier pour aller un petit peu plus loin, pour mieux desservir la communauté. Puis on doit se centrer un petit peu plus sur nos enjeux populationnels que sur nos enjeux établissements. Bien, la grande distinction au niveau de notre territoire, c'est une clientèle très hétérogène. Quand on regarde les gens de la Basse-Ville et les gens de Sainte-Foy, l'espérance de vie, il y a un écart d'à peu près une vingtaine d'années. Alors, on n'a pas les mêmes enjeux. Tabagisme, toutes les habitudes de vie, les saines habitudes de vie, on comprend qu'on a un problème important dans les quartiers centraux. Quand on parle du Berger-les-Saules, on a un problème de territoire. C'est des clientèles où ils sont très isolés. Il y a plein de boulevards qui séparent, qui fait qu'il ne peut pas avoir beaucoup de lieux communautaires pour travailler des aspects communautaires. Sainte-Foy, on a des endroits de défavorisation, de grande défavorisation, mais qui apparaissent très peu parce qu'on a une clientèle très favorisée. Travailler dans une communauté très favorisée pour aider les gens qui sont défavorisés, c'est un enjeu très important parce que pour que ça passe au niveau des priorités municipales, c'est d'autres choses. Donc, on a des problèmes de santé importants dans nos quartiers centraux. On regardait ce matin nos clientèles en santé mentale. À Québec, il y a une augmentation incroyable au niveau de la santé mentale. En fait, l'utilisation des urgences, mais on le vit aussi au niveau de nos clientèles jeunesse. Est-ce que c'est parce qu'on le connaît mieux? Est-ce qu'on détecte mieux? Je ne sais pas, mais on vit une augmentation à tous les niveaux. Au niveau des urgences, au niveau de nos programmes, on le vit très bien. On le vit très certainement. Problème de santé, en fait, en santé mentale, jeunesse, je dirais qu'on est en train de faire un peu un état de situation là-dessus, parce qu'on s'aperçoit que nos niveaux d'intervention devraient peut-être être ajustés. On détecte bien, mais jusqu'où on peut aller au niveau de l'intervention, puis qui peut aller jusqu'où. Alors, on est plus dans ces horizons-là actuellement. Bien, un exemple frappant. Le plan novateur, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une expérience qu'on a faite en santé mentale adulte, où on avait 60 personnes qui devaient quitter le milieu hospitalier, qui étaient hospitalisées depuis entre 30 et 40 ans, 20 et 40 ans. Alors, c'est des gens qui étaient en institution, qui avaient fait quelques tentatives de réinsertion qui avaient échoué. Alors,
à Québec, plutôt que de dire, OK, on va les sortir, puis on va structurer des ressources pour le faire, on a décidé de faire une autre approche. Donc, les C3S, pêche, les organismes communautaires, l'APUR, l'Association des personnes utilisatrices, l'Institut, on a décidé de le faire autrement. Donc, de préparer ces gens-là autrement à partir de pratiques de rétablissement, de pratiques un petit peu plus novatrices. L'approche axée sur les forces, par exemple, c'est une des forces de pêche, un organisme communautaire. Nous, notre force se situe probablement entre le communautaire et le milieu institutionnel. Donc, on n'a pas de psychiatre, mais on est capable de transiger assez bien avec eux, malgré tout, parce que c'est des partenaires. L'approche centrée sur les forces est très centrée sur l'usager. Donc, la rivalité avec le psychiatre, quelquefois, vient vite. Donc, on a mis tous ces gens-là ensemble. On a composé une équipe qui venait du communautaire, des établissements C3S, et ils ont commencé à voir les usagers à l'intérieur des murs de l'Institut. Donc, c'est eux qui avaient comme mandat de préparer la réinsertion des gens. Et là, on a eu droit à toutes sortes de chocs de culture. Alors, puis le choc des cultures, c'est aussi bien le psychiatre qui dit « ça n'a pas de bon sens de les sortir, ça ne marchera jamais », de dire à l'usager « embarque pas dans ce projet-là, c'est dangereux ». Le communautaire de dire « le psychiatre, il ne comprend rien ». Et les intervenants disaient « bien là, comment est-ce qu'on va négocier à travers tout ça ». Donc, il y a eu une modulation des approches de ces équipes-là qui fait que chacun a probablement gagné en termes de partenariat, gagné en termes d'expertise aussi. Ces gens-là ont travaillé un an et demi ensemble, puis sur 60, finalement, il y a 46 usagers qui pouvaient sortir, et il y en a 46 qui sont sortis et qui sont maintenus en communauté. Alors, nos psychiatres dissidents disent « bien, ça a marché finalement ». Puis, il y a des psychiatres qui font maintenant le suivi en communauté. Alors, il y a un développement d'expertise, un partage d'expertise, malgré les limites de l'un et de l'autre, qui fait que ça a été riche pour l'usager, d'abord et avant tout, mais pour nos intervenants aussi. Donc, ce noyau-là est très porteur du partage qu'on doit faire, finalement, dans notre réseau. Si on avait fait comme avant, on aurait eu probablement les mêmes résultats qu'avant. Mais on l'a fait autrement, puis ça a donné d'excellents résultats. L'évolution avec le monde médical est un petit peu plus difficile. Il y a des enjeux importants. Je pense que ça s'améliore, ça va toujours en s'améliorant. On a commencé à regarder certaines choses, des trajectoires de service beaucoup plus simplifiées. En fait, puis là aussi, avec les médecins, il faut travailler, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils ne comprennent pas. Puis dans le fond, je les comprends de ne pas comprendre. Moi, je parle par programme, et lui, il a une clientèle diversifiée. Donc, il ne peut pas connaître l'ensemble de ce que je peux offrir. Donc, on a un défi là de perception. Je pense que ça s'améliore, mais je pense qu'on doit soutenir beaucoup les médecins traitants du territoire. Ça s'en vient, à mon avis, un petit peu plus. En pédopsychiatrie, là, on a un pédopsychiatre qui est avec nous au niveau de nos équipes. Là où il faudrait aller, c'est probablement aller un petit peu plus loin pour qu'on outille mieux nos médecins en cabinet privé pour le traitement de ces enfants-là. Donc, on a amorcé ces choses-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Psychiatre répondant adulte, ça s'en vient. On sait que ça va améliorer. Ce que le médecin a besoin en cabinet, c'est d'avoir des trajectoires simples, faciles, puis une réponse rapide, parce que son client, il est là et il est dans le besoin. Puis ce bout-là est parfois difficile, avec certaines spécialités moins, mais en psychiatrie, ça a toujours été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Donc, on a probablement facilité ça davantage. Puis, nos équipes ont à être un petit peu plus présentes. C'est des équipes qui ne se parlaient pas beaucoup. Le réflexe des intervenants n'était pas très appeler le médecin traitant. Dans la trajectoire retard de développement, c'est une des conditions. On appelle le médecin traitant pour lui demander son évaluation propre. Lui, il a peut-être détecté quelque chose qu'on n'a pas détecté. Donc, que le médecin traitant fasse partie de nos trajectoires intégrantes, c'est une priorité.
Maintenant, comment on le fait puis comment on réussit, probablement qu'on a encore des efforts à faire mutuels. On a à aller plus loin un peu dans... À date, on s'est apprivoisé. On a mis des choses facilitantes. On s'est organisé pour qu'on soit un petit peu plus fluide. On a à travailler plus notre fluidité. On a à travailler encore des dédoublements. Je pense qu'on se dédouble beaucoup. On a à travailler la confiance mutuelle. Puis je parle probablement du réseau hospitalier. On est beaucoup à Québec centré sur les urgences. Ça ne favorise pas non plus la découverte de ce qui peut se passer en première ligne. Fait qu'on a cet arrimage-là. Santé mentale, de plus en plus, avec le rôle de l'Institut, tous les partenaires sont autour de la table. Puis le débordement des urgences, c'est pas vrai que c'est un problème d'hôpitaux, c'est un problème de communauté. Qui va à l'urgence? Comment? Alors, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans notre connaissance mutuelle pour être capable de régler les problèmes à plus long terme. Puis le problème, ce ne sera probablement pas d'ajouter des effectifs à l'urgence. Ça va probablement être bien avant que le client se présente à l'urgence. Fait qu'on a ces défis-là, je pense, de compréhension mutuelle et de développer ces continuums-là de service. Ça se fait de plus en plus, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire, à mon avis, pour que ce soit plus fluide.